Bonjour, nous abordons ce cours sur le membre inférieur en débutant par l'ostéologie, c'est-à-dire l'examen des os qui constituent la charpente du membre inférieur. Ces os sont en nombre quasiment identique à celui du membre supérieur, mais vous allez voir qu'il y a des grandes différences, en particulier sur leur volume et sur leur fonction. En effet, au niveau du membre supérieur, la fonction essentielle est la préhension et l'exploration du monde, alors qu'au niveau du membre inférieur, il s'agit de se déplacer et de résister à la pesanteur. Les différences qui surviennent au niveau du membre supérieur sont donc dues à la résistance du membre supérieur à la pesanteur dans un contexte de marche bipédique. D'autres transformations surviennent également qui sont cohérentes avec cet hyperdimensionnement des pièces osseuses du membre inférieur. La lordose cervicale, la syphose thoracique et la lordose lombaire se mettent en place pour une meilleure résistance et une mobilité. Le bassin bascule vers l'avant, alors que les os coxaux et l'anneau pelvien s'élargit transversalement sous la pression des organes intra-abdominaux. Les cols fémoraux s'allongent, les diaphyses fémorales deviennent concaves dorsalement pour une meilleure résistance encore une fois. De même que l'inclinaison fémorale augmente, corrélée à l'élargissement du bassin, nous verrons plus loin, c'est le valgus fémoral. Ce valgus est de l'ordre de 170 degrés. Enfin, la diaphyse tibiale s'hyperdéveloppe et présente une courbure concave dorsale, de même que le pied, dont les os tarsiens vont se développer pour la résistance de l'os à chaque pas lors du choc du talon au sol. La voûte plantaire se creuse, créant un amortisseur. Voyons maintenant cette ostéologie de manière analytique, os par os. Tout d'abord, les os coxaux. Ils constituent avec le sacrum et l'os coxal contralatéral un anneau qui est l'anneau pelvien. On voit donc ici l'os coxal droit et l'os coxal gauche qui sont unis en avant par la symphyse pubienne et qui sont unis en arrière au sacrum par les articulations sacro-iliaques. Sur la face latérale de chaque os coxaux existe l'acétabulum, qui est une articulation qui va unir l'os coxal avec le fémur. Il existe donc 3 articulations par os coxal. L'ensemble crée, je le répète, l'anneau pelvien qui forme le détroit supérieur du bassin par lequel l'enfant sort lors de l'accouchement. Cet os est un os complexe, tridimensionnel, qui peut être réduit à 2 pales, une pale postéro-crâniale et une pale antéro-caudale. Au point de jonction entre ces 2 pales existe l'acétabulum, et ce point de jonction correspond en fait à l'union de 3 os embryologiques qui sont l'ilion, constituant à lui seul la pale postéro-crâniale, et l'ischion et le pubis qui constituent le pourtour obturateur. À la jonction, on trouve le cartilage en Y, qui est un cartilage de croissance, qui sera la zone du futur acétabulum. Voyons maintenant une vue exopelvienne ou latérale de l'os coxal droit. Nous allons placer sur cet os des reliefs, mais aussi des fosses et des zones d'insertion musculaire. La crête iliaque constitue toute la circonférence supérieure de la pale postéro-crâniale et les muscles abdominaux vont s'insérer tout au pourtour. En avant, on trouve l'épine iliaque antéro-supérieur qui sera l'insertion des muscles sartorius et tenseur du fascia lata. En arrière, l'épine iliaque postéro-supérieur qui lui est symétrique. En avant,
en dessous de la première l'épine iliaque antéro-inférieure sur laquelle s'insérera le tendon direct du muscle droit quadricipital. En arrière, symétrique, l'épine iliaque postéro-inférieure. On trouve également une épine pubienne en avant et entre l'épine iliaque antéro-inférieure et l'épine pubienne, une petite éminence dite éminence iliopectunée dont nous reparlerons plus tard pour son insertion des ligaments. En arrière, l'épine ischiatique développée aux dépens de l'ischion et la tubérosité ischiatique sur laquelle s'insèrent les puissants muscles ischio-jambiers. Ces reliefs décrivent des courbures, des incisures, et nous voyons ici la grande incisure ischiatique. Au-dessus de l'acétabulum, on trouve le sourcil acétabulaire, et dans la fosse iliaque externe, qui est la face exopelvienne de la palle postéro-supérieure, on trouve trois lignes, la ligne demi-circulaire postérieure, ligne demi-circulaire antérieure et ligne demi-circulaire inférieure, qui vont séparer les zones d'insertion du muscle grand fessier, moyen fessier et petit fessier. Au centre, l'acétabulum ou cotyle, qui est donc la surface articulaire encroûtée de cartilage en forme de croissant, qui va s'articuler avec le fémur. Au centre de cette zone en croissant, une zone non recouverte de cartilage, comportant essentiellement du tissu graisseux, l'arrière-cavité du cotyle, ou arrière-fond cotyloïdien. En dessous, la palle inférieure est constituée du pourtour obturé, avec au centre le foramen obturé. Il est obturé par une membrane obturatrice qui ferme quasiment totalement le foramen, sauf dans la partie supérieure où apparaît le canal sous-pubien. Le ligament inguinal est un élément fondamental de la stabilité de l'os coxal. Il permet l'insertion des muscles abdominaux et il est tendu de l'épine iliaque antéro-supérieure à l'épine pubienne. La bandelette iliopectinée est tendue de ce ligament inguinal vers l'éminence iliopectinée et nous verrons qu'elle sépare deux zones bien différentes qui sont musculaires et vasculaires. On trouve également un autre ligament, le ligament transverse de l'acétabulum, qui renforce la stabilité entre les deux cornes de l'acétabulum, que nous reverrons au chapitre de la hanche. Voyons maintenant la face endopelvienne. Nous allons retrouver les mêmes reliefs de la silhouette, c'est-à-dire la crête iliaque, en avant l'épine iliaque antéro-supérieure, l'épine iliaque postéro-supérieure, l'épine iliaque antéro-inférieure et l'épine iliaque postéro-inférieure. Nous retrouvons toujours dans la silhouette l'épine pubienne en avant qui surplombe la surface articulaire symphysaire et l'éminence iliopectinée en avant. En arrière, on retrouve l'épine ischiatique et la tubérosité ischiatique. Une ligne unique apparaît à la face endopelvienne. C'est celle qui relie la partie postérieure dans la zone sacro-iliaque vers la partie antérieure pubienne et qui matérialise le détroit supérieur pelvien. On l'appelle la ligne innominée. En arrière, on va trouver une éminence dite pyramide de l'os coxal. C'est une zone en élévation sur laquelle s'insère le ligament interosseux. La partie supérieure ou palle supéro-supérieure est la fosse iliaque médiale. Et en arrière, on trouve la surface articulaire auriculaire, c'est-à-dire en forme d'oreille, qui va permettre l'articulation avec
l'os sacrum. En avant, on l'a déjà dit, la surface symphysaire, qui est une surface plate sur laquelle s'insérera un disque symphysaire. Et on retrouve le foramen obturé par la membrane obturatrice. Le canal sous-pubien est également visible. Ainsi que le ligament inguinal et la bandelette iliopectinée. En arrière, on voit le ligament sacro-tubéreux, tendu du sacrum vers la tubérosité ischiatique, et le ligament sacro-épineux, tendu du sacrum vers l'épine ischiatique. Ce ligament sacro-épineux sépare la partie postérieure de l'os coxal en regard du sacrum en une grande incisure en haut et une petite incisure en bas. Voyons maintenant les ligaments d'union de l'anneau pelvien. Nous retrouvons le ligament sacro-tubéreux, le ligament sacro-épineux qui circonscrit la grande incisure ischiatique. Nous verrons que c'est par cette incisure que va sortir le nerf ischiatique. La petite incisure ischiatique se trouve en dessous. Et nous avons également des ligaments qui unissent le rachis lombaire à l'os coxal avec un ligament iliolombaire tendu des processus transverses de L4 au processus transverse de L5 et au sommet de l'os coxal. Nous avons ici figuré dans la petite affichette en haut à droite une coupe qui passe par le sacrum et les deux os coxaux et qui permettent de voir le ligament interosseux qui ne serait pas visible sur une vue de face du bassin. Ce ligament est donc tendu entre l'os coxal en arrière et latéralement vers le sacrum en avant et médialement. C'est ce ligament qui donne l'essentiel de la stabilité de l'articulation sacro-iliaque. En avant, le disque symphysaire unit les deux surfaces symphysaires du pubis avec un ligament arqué qui se trouve en dessous du disque et qui renforce cette articulation. Nous voyons maintenant le fémur. Le fémur est un os long, l'un des plus longs de l'organisme puisqu'il mesure de 30 à 50 cm de long. Comme tous les os longs, il comporte une épiphyse proximale avec la tête, le col et les tubérosités, une diaphyse qui est une zone osseuse dense en forme de tube, et une épiphyse distale qui porte les surfaces articulaires également avec des condyles et des tubercules. L'épiphyse proximale porte la tête, qui est une zone sphérique correspondant à 2/3 de sphère, complètement encroûtée de cartilage hyalin, complètement, sauf la zone d'insertion du ligament rond qu'on appelle la fovea. Elle est portée par un col qui est un cylindre aplati dans le sens antéro-postérieur d'environ 2 cm de long et qui est dirigé vers l'avant de 15 degrés, nous y reviendrons. Puis viennent les tubérosités séparées en arrière par la fossette digitale. Ces tubérosités sont le grand trochanter en haut et en arrière et le petit trochanter en bas et en arrière. Entre la zone du col et la zone des tubérosités trochantériennes existent les lignes intertrochantériennes postérieures et intertrochantériennes antérieures. La diaphyse est un tube quasiment parfait, sauf en arrière où il existe une crête d'insertion dorsale qu'on appelle la ligne âpre sur laquelle vont s'insérer les muscles de la cuisse, muscles adducteurs et muscles quadriceps. La partie distale de la diaphyse est évasée en forme de tromblon et se connecte avec l'épiphyse. L'épiphyse porte les surfaces articulaires avec le genou, avec le condyle médial,
le condyle latéral et entre une zone non encroûtée de cartilage qu'on appelle l'échancrure intercondylienne. À la face antérieure, les surfaces articulaires se rejoignent et forment la trochlée fémorale articulée avec la rotule. En dedans existe le tubercule du grand adducteur et en dehors existe la tubérosité supracondylienne latérale. Cet os a une embryologie intéressante puisque la croissance en longueur de cet os se fait jusqu'à 18 ans, essentiellement grâce au cartilage de conjugaison distale, à la jonction entre le tromblon et la zone épiphysaire. Dans cette zone distale existe le point d'ossification de Becklar, qui sera un élément de datation du fœtus intra-utérin. Il apparaîtra en effet à 9 mois de vie intra-utérine. Sur le plan mécanique, il s'agit d'un os relativement complexe, puisque si l'on trace les axes cervicaux, l'axe diaphysaire, on peut avoir mesurer un angle dit cervico-diaphysaire de 130 degrés, qui est une valeur quasi constante. Cependant, certains angles sont plus ouverts, constituant une coxa valga, et certains autres sont plus fermés, constituant une coxa vara. Il ne s'agit pas d'anomalie, mais de variété anatomique. Il s'agit d'une spécificité de chaque individu qui a adapté son anatomie à la mise en place de la bipédie. L'axe cervical est aussi orienté dans le plan frontal par rapport au plan frontal bicondylien, donc il existe en moyenne 15 degrés d'antéversion de ce col, c'est-à-dire que la tête fémorale portée par le col est dirigée vers l'avant. Enfin, si l'on trace l'axe mécanique qui rejoint le centre de la tête fémorale à la zone intercondylienne, on voit qu'il y a une différence avec l'axe diaphysaire. Il s'agit du valgus diaphysaire fémoral qui est plus ou moins de 7 degrés. Ce valgus est dû à l'élargissement du bassin et à l'existence de cols fémoraux qui ont incliné l'axe de la diaphyse vers l'extérieur. Sur le plan mécanique, toujours à l'échelle de l'os spongieux, on voit que l'architecture de l'extrémité proximale du fémur est particulière. Il faut en effet transmettre les forces de l'ensemble du corps alternativement lors de la marche au cortical interne et externe de la diaphyse fémorale par le biais de trabéculation et d'une zone renforcée interne qu'on appelle l'éperon de Merkel. À partir de ces corticales, on va voir se développer un système spongieux ogival qui va répartir les forces. Mais comme vous pouvez le voir, il y a une zone de fragilité dans cette épiphyse proximale du fémur, et lorsque la qualité de l'os diminue avec l'âge, en particulier l'ostéoporose, on va voir apparaître une zone de faiblesse. C'est dans cette zone de faiblesse que vont survenir les fractures du col du fémur et les fractures pertrocantériennes. Alors, le squelette du membre inférieur est composé de 2 os dont les dimensions sont différentes. Le tibia supporte à lui seul l'ensemble du corps et donc est surdimensionné par rapport à la fibula qui est latérale et postérieure et se comporte plus comme une agrafe, d'où son nom de fibule. L'épiphyse proximale du tibia comporte les surfaces articulaires avec le fémur, avec les glaines médiales et glaines latérales qu'on appelle également plateaux tibiaux. Entre ces 2 glaines, on trouve les épines tibiales sur lesquelles vont s'insérer les ligaments croisés. On trouve des tubérosités très importantes au niveau de l'épiphyse proximale du tibia. Elles sont palpables sous la peau puisque la peau est fine à cet endroit-là, et l'on trouve tout d'abord la tubérosité tibiale antérieure qui permet l'insertion du ligament rotulien et donc transmet l'ensemble
de la puissance du quadriceps en extension à la jambe. On trouve également une surface moins développée qui est la tubérosité tibiale médiale sur laquelle s'inséreront les muscles de la patte doigt et latéralement et en avant le tubercule de Gerdy sur laquelle s'insérera le tractus iliotibial. La diaphyse du tibia présente une crête tibiale antérieure en forme de S italique et aussi une crête latérale qui va permettre l'insertion de la membrane interosseuse entre fibula et tibia. Ces deux crêtes vont donc dessiner à la coupe un aspect en triangle pour cette diaphyse du tibia qui est donc différent de l'aspect parfaitement circonférentiel et rond de la coupe du fémur. Au niveau de l'épiphyse tibiale distale, on trouve une zone évasée qui est le pilon et qui porte un processus étendu de type styloïde qu'on appelle la malléole médiale. La fibula, elle, est aussi un os long avec une épiphyse proximale qui porte la tête de la fibula. Cette tête est articulée par une petite surface plane avec le tibia en arrière. En dessous, on trouve le col de la fibula qui est un rapport dangereux, nous verrons plus loin, pour le nerf fibulaire. Et en bas, nous allons trouver la malléole latérale qui est en fait disposée latéralement mais aussi en arrière du pilon tibial. L'ensemble des deux malléoles médiales et latérales constitue la pince bimalléolaire qui va permettre l'articulation avec l'os talus. Le squelette du pied peut être séparé en plusieurs portions qui ont une homologie importante avec les os du carpe. Cependant, ces pièces osseuses sont surdimensionnées et en particulier le tarse postérieur qui comporte le calcaneus et le talus qu'on appelle aussi l'astragale. Ces deux os vont porter 2/3 du poids du corps. La tubérosité calcanéenne est particulièrement développée et constitue à elle seule le relief du talon. Elle est développée car c'est elle qui va amortir les chocs au moment de la phase d'attaque du pas. Le tarse antérieur est constitué de 5 os qui sont de dehors en dedans l'os cuboïde et l'os naviculaire, mais aussi les 3 os cunéiformes qui sont eux numérotés de dedans en dehors. Entre le tarse postérieur et le tarse antérieur, on trouve l'articulation médio-tarsienne de Chopard avec un interligne en S italique. Et entre le tarse antérieur et le métatarse, nous trouverons l'articulation de Lisfranc. Voyons donc les 5 métatarsiens qui sont numérotés de dedans en dehors, avec le premier métatarsien qui est beaucoup plus massif, et le 5e métatarsien qui présente un processus styloïde au niveau de sa base. En avant du métatarse, nous trouvons les phalanges, avec 3 phalanges pour les orteils 2, 3, 4 et 5, et 2 phalanges pour le gros orteil qu'on appelle également l'hallux. Les articulations métatarsophalangiennes unissent le métatarse aux phalanges. Sur cette vue de face et en élévation, on peut dessiner ce que l'on va appeler un triangle d'appui, qui est l'ensemble tripode qui permet la stabilité de l'appui monopodal. On peut se tenir sur un seul pied. On se tient sur un seul pied parce qu'on a en permanence 3 appuis, la tubérosité calcanéenne, la tête du premier métatarsien et la tête du 5e métatarsien.
Le triangle de propulsion est constitué des têtes métatarsiennes et des phalanges. Et dans cette zone va se situer l'effection des muscles qui poussent le corps vers l'avant et qui propulsent le pas. Voyons maintenant une vue de profil du squelette du pied, où l'on retrouve le triangle de sustentation avec les têtes des 5e et 1er métatarsiens et la grosse tubérosité calcanéenne. Nous allons replacer l'os talus avec le corps du talus qui reçoit le tibia et la malléole externe, la tête du talus qui s'articule avec l'os scaphoïde, puis le calcaneus avec, entre calcaneus et talus, le sinus du tarse qui est une zone où se trouvent les ligaments en haie. Ce calcaneus, on peut y distinguer la zone de soutien du talus qui est le thalamus et puis la tubérosité calcanéenne dont nous avons déjà parlé. En avant, un petit processus va soutenir la tête du talus, d'où son nom de sustentaculum thali. Ensuite, les os du tarse antérieur avec l'os naviculaire, l'os cuboïde et, sur cette vue médiale, le premier cunéiforme. On voit également sur cette vue le premier métatarsien et les phalanges P1, P2 de l'hallux. L'ensemble calcanéum, os naviculaire, premier cunéiforme, premier métatarsien constitue une voûte qui est la voûte plantaire, ici la voûte médiale, qui est plus élevée que la voûte latérale qui, elle, passe par le calcanéum, l'os cuboïde, le 5e métatarsien. Lorsque la voûte médiale est affaissée, le pied est dit plat. Lorsque cette voûte est trop creusée, le pied est dit creux. On voit ici apparaître des coupes qui ont été effectuées, l'une en regard de l'os cuboïde, l'autre en regard de la tête du 5e métatarsien. Et l'on voit qu'il y a une distance entre le premier cunéiforme et le sol qui est en moyenne de 15 mm. L'ensemble du squelette du pied va donc supporter le poids du corps et la grosse tubérosité calcanéenne porte à elle seule 2/3 du poids du corps en appui monopodal, alors que le squelette du tarse antérieur et des métatarses plus fins ne porte qu'1/3 de l'ensemble du poids du corps.